troisième et dernière partie de ce Catch à Cast live. On parlait de blessures, on est dans pire que de la blessure parce que c'est un peu l'hécatombe. J'exagère un petit peu l'hécatombe, mais en tout cas deux personnes très remarquables et remarquées nous ont quittés et puis sont relativement jeunes. On commence dans l'ordre que vous souhaitez. Il y a Chad Gaspard qui avait... Chad Gaspard qui était catcheur à la WWE avec JTG qui formait le duo très stéréotypé de Crime Time. De Crime Time. Donc il était ce week-end à la plage avec son fils. À un moment, il y a eu un courant qui s'est amplifié, donc beaucoup de vagues, et donc ils ont dû sortir les gens de l'eau assez vite. Et donc Chad Gaspard qui a voulu aider, je crois, les sauveteurs à faire leur job, qui a laissé son fils entre leurs mains, et donc quand il est allé à l'eau, il y a eu une grosse vague, et il n'est plus réapparu. On a trouvé son corps, je crois, je sais plus si c'est ce matin ou hier, confirmant que il était mort. Donc c'est assez triste parce que le gars, il a jamais foutu la merde où qu'il aille. Il s'est fait connaître notamment en soutenant la victoire de Kofi Kingston à WrestleMania quand il a gagné le titre. C'était un symbole très fort pour la communauté afro-américaine, et donc voilà, il en avait parlé. C'est des choses qui arrivent, mais bon. C'est toujours triste. Et puis la seconde personne de la semaine, c'était Larry Sonska, qui était très cher d'ailleurs, Félix. Là encore peut-être plus directement que si je ne m'abuse. Oui, parce que c'était un reviewer américain de show de catch. Il faisait la critique de tous les shows toutes les semaines, mais genre inlassablement. Même l'année dernière, il a été amputé d'une jambe, il a continué. Wow. Enfin, le mec, c'est assez fou. Ça fait des années qu'il les critiquait. Il critiquait beaucoup la TNA aussi, même quand elle était encore très très peu connue. D'ailleurs, ils l'ont salué sur Twitter. Enfin, il a été salué par beaucoup de personnes. Ouais. Il fait des très bonnes reviews des shows de la New Japan. Oui. Il avait bon goût en catch. Venant de Michael. Ça fait du coup, j'ai commencé les premières reviews de catch que j'ai lues, c'était sur 14 Mania du coup. Et vraiment, on a des très bonnes reviews, et ça a un peu fait découvrir, un regard un peu plus critique sur le catch. Oui, puis surtout critique, et puis le mec était pas, j'ai pas envie de dire pas sa langue dans sa poche, mais c'est pas vraiment ça. C'est quand il aimait quelque chose, il le disait vraiment, et quand il aimait pas, il le disait vraiment aussi, et il arrivait quand même à trouver des points objectifs toujours dans ses critiques, sans aller trop loin dans l'analyse ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était on savait ce qui se passait dans tel show, on savait s'il avait aimé et pourquoi, et il allait à l'essentiel, quoi. Voilà. Donc et encore quelqu'un qui était pas vieux, quoi. Non. Donc, bon. Non. J'ai pas de date, mais on est dans la petite quarantaine, quoi. Ouais, je crois aussi. Ouais. Bon, on va finir de vous achever si si vous n'êtes pas plombé, mais ça c'est pas un spoiler, mais c'est quand même quelque chose qui reste des années après, bouleversant. Est sorti chez nos amis de Vice un nouveau numéro de Dark Side of the Ring dédié donc à Owen Hart. Alors je vous laisse commencer les amis, parce que je sais si je ne m'abuse que vous l'avez regardé. Moi, je regarde chaque semaine depuis la saison 1, donc il n'y a pas de souci. Puis j'ai toujours dit qu'il fallait voir ça, donc peut-être que c'est l'occasion pour Mika de commencer. Moi en fait, j'ai pas regardé la série avant, donc j'essaie de rattraper. J'ai commencé en fait moi aussi, la semaine dernière en voyant celle sur Benoît, qui était la première en 2 parties, qui était la première de la saison là. Et j'ai vu du coup que je comptais les voir dans l'ordre, mais du coup comme il y avait celle de Owen Hart cette semaine ou la semaine dernière, je sais pas. Et puis elles se suivent pas, donc c'est pas. Oui, oui. Et du coup, oui. Alors autant moi j'ai beaucoup, celle sur Benoît était intéressante, ça sur Owen Hart,
celle sur Owen Hart m'a un peu déçu en Ouais, l'occurrence. pareil. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à me souvenir, mais en fait, j'avais déjà vu un documentaire, je sais plus lequel c'était, sur cette affaire Owen Hart. Et j'avais juste trouvé beaucoup plus complet. Autant là, j'ai trouvé que c'était un peu court pour traiter le sujet et qu'il y a plein de trucs dont ils parlent juste pas, quoi. C'est beaucoup Parce que du coup, il survolé, faut une hein. partie. Moi, je retiens presque simplement 10-12 minutes de vraiment valide, vraiment... Enfin, quand je dis informative, que pour certains, on connaissait déjà les infos, quoi. Pour les... Oui, et puis il n'y a pas tellement de nouvelles infos, quoi. C'est Non. ça le truc aussi. Il y a C'est des que images mais exclusives, c'est voilà. les trucs Ouais, intéressants. Il y a des infos, les petites infos vraiment à retenir du truc, c'est le souvenir de la famille quand elle est allée à l'arène où est décédé Owen Hart en 19, quand ils sont montés sur les échafaudages, qu'ils ont En fait, c'est ça le truc, c'est que. et puis aussi et après je te laisse et quand elle montre le mousqueton qui était censé le retenir, ça c'était impressionnant, quoi. Moi j'en avais pas entendu parler de cette malédiction de mousqueton, et puis de le voir et de constater qu'effectivement c'est un petit mousqueton de merde, quoi. Oui, même si en fait, mais en fait, moi quand elle montrait ça, après je sais pas ce qu'elle a dit exactement par rapport au poids que c'était censé supporter, mais je me suis dit quand j'ai vu le mousqueton, je me suis pas dit oh là là c'est un mousqueton de merde, parce qu'en fait j'en sais rien, ça se trouve c'est un truc qui est censé, tu peux tout à fait avoir un truc comme ça qui est censé soutenir le harnais, ouais, tu peux supposer. Voilà, enfin, ça se trouve, en fait, ça veut rien dire. Ça se trouve, c'est petit, mais c'est hyper compétent ouais, pour ce que c'est censé faire. Mais après, apparemment, en plus, on a appris depuis, là, cette semaine, et ça, ils en parlent pas dans le documentaire, que visiblement, l'histoire complètement glauque de la WWE, visiblement, il était censé y avoir une personne de petite taille, c'est-à-dire un nain, mais bon, ça ne se dit plus, qui était censé normalement être le partenaire de choc de Owen Hart dans son nouveau gimmick, son revival de gimmick de son comment il s'appelait du coup son gimmick et donc il est censé être avec une petite personne qui devait normalement descendre avec lui. Donc en fait, à la base ils avaient prévu, mais c'est pas étonnant parce que du coup ils auraient prévu de soutenir un poids plus lourd en fait, parce qu'il devait y avoir 2 personnes normalement. Alors peut-être que comme du coup il y avait qu'une personne, ils ont changé ce qu'ils avaient prévu, ou je sais pas où il y a un truc. Au final, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Mais quand ils le racontent, ils disent que ils ont changé de prestataire pour le harnais et le système de descente parce qu'ils voulaient que ils puissent juste faire un geste en gros pour se désharnacher. Parce qu'avant, c'était très compliqué pour l'enlever, etc. Et d'ailleurs... Ouais, parce qu'il était censé arriver sur le ring et l'enlever directement pour pas qu'il mette deux plombs à enlever son truc. Donc c'était censé être un truc, il a juste à appuyer sur un truc et hop là, ça part directement. Alors juste pour le mousqueton, parce que je savais qu'ils en avaient parlé du poids, mais je me rappelais plus du chiffre exact. Mais là, j'ai un report, un résumé. Ils disent que le mousqueton, il devait se relâcher automatiquement avec 6 pounds of pressure, donc ça veut dire en gros 3 kilos. Donc ça veut dire que si on exerçait une pression rapide, pas constante, parce que constante ça doit rester bloqué, mais une pression juste rapide sur le mousqueton de 3 kilos, ça suffisait à l'ouvrir. Donc il suffit qu'il y ait eu un moment où quand il est tombé par exemple, que l'accélération de la chute a entraîné une pression vraiment très rapide et très lourde sur le mousqueton et ça l'a ouvert. Donc voilà. Ouais, c'est difficile de. Ouais. Alors toujours est-il que, en tout cas, par rapport au documentaire en général, ce que tu disais, c'est que oui, en effet, qu'il y avait d'assez nouveau, c'est de voir l'aspect humain des choses, de voir du coup sa famille et tout ça. Oui, après sur Owen Hart lui-même et sur la situation, bon. On savait déjà. Oui, parce qu'après, moi, je me souviens que j'avais déjà vu un documentaire en plus où il parlait, par exemple, où il y avait des interviews de Vince McMahon, ou alors des interviews qu'il avait données à l'époque, où il y avait toute une histoire par rapport à l'enterrement. Ça m'étonnait qu'ils aient pas parlé de ça, parce qu'en fait, il y a eu une histoire à l'enterrement où Vince McMahon a voulu payer l'enterrement un peu pour acheter, on va dire, pas le silence, mais bon, un peu pour arranger les histoires. Et au final, elle a refusé, du coup, que l'enterrement soit payé.
Et après, il y a eu des différents, enfin, il y a eu beaucoup de différents un peu dans les deux directions à mener. Et je me souviens plus exactement de quoi, mais il y a autre chose aussi qui me semblait. Ah oui, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un truc important, en fait, que j'ai raté, mais il me semble pas qu'ils le disent. Ça rend un peu l'histoire encore pire. C'est que moi, dans le premier documentaire que j'avais vu, il était clairement dit que Owen Hart ne voulait pas faire ce spot, en fait. Et que Vince McMahon l'avait forcé à le faire. Pléonas. Mais moi j'ai un truc qui m'a embêté, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, j'ai pas encore vu les autres épisodes, même pas le double de Chris Benoit. C'est quand même très ricain quoi. Dans le ton, dans le... C'est typiquement ricain dans le côté tout. Ouais. Mais c'est pas trop sensationnaliste, je trouve. Wow, ah non, mais moi j'ai été très sentimentaliste, enfin, c'est même sensationnaliste. Hein. Et d'ailleurs, ça fonctionne, c'est quand même assez poignant, quoi, je veux dire, en général. Moi, j'aime bien que le côté, enfin, ça me dérange pas qu'ils mettent en avant le côté humain de ces histoires. Parce que je trouve que c'est intéressant de montrer le parcours de ces catcheurs et tout. Ouais, mais ça vire. Même la reconstitution, il y a un petit côté stylistique, bon, c'est pas très. Oui. Mais c'est assez sympa, je trouve. Je sais pas, moi ça vire au truc quand même très voyeuriste. Hein. Moi je trouvais ça assez plaisant. Ça par contre, ça va avec le genre. Ouais, je pense avec le genre. Moi, juste pour en parler brièvement, du coup, par rapport à l'épisode de Benoît, au double épisode de Benoît, que j'ai trouvé aussi pas mal, mieux que celui sur Owen Hart, parce que du coup, je pense que j'ai appris plus de trucs quand même. Où là, il parle vachement de sa relation avec Eddie Guerrero, où il est quasiment, il n'a pas survécu à la mort de Eddie Guerrero, quoi. Oui, et ça le montre vachement bien. Et non, je trouve que après, j'ai pas vu les autres, parce que je pense que ces deux-là sont assez populaires, parce que c'est des catcheurs qu'on connaît quand même bien. Les autres sont sur des catcheurs, je pense, moins connus en général. Je sais pas si il y a des épisodes très sympas. L'épisode dernier, donc pas celui sur Owen Hart, mais sur les Road Warriors, était pas top. Pourtant, c'est des gens qu'on connaît beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de choses à raconter, outre le fait que l'un des deux était accro à la drogue, etc. Mais ça, on le savait déjà, encore une fois. Donc, c'est peut-être encore plus un exemple de ce que vous disiez tous les deux sur le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'infos. Mais il y a des épisodes qui sont très riches, en fait. Je pense que ça dépend vraiment des interviewés qu'ils ont à disposition, ou qu'ils arrivent à trouver, ou qui sont d'accord pour parler, etc. Et puis de l'angle du sujet aussi. Surtout, en plus, c'est un monde quand même si les langues se délient de plus en plus ces dernières années, c'est un monde quand même où ça reste assez secret, assez carni, quoi, assez kayfabe. Donc, je pense que parfois, c'est pas forcément facile de faire parler certaines personnes de ce monde-là. Avec l'épisode sur Jimmy Snuka et le meurtre de sa copine, tu sens que des fois, ils savent pas quoi répondre, et c'est intéressant. Ils arrivent à monter le truc de manière intéressante. L'épisode sur Jimmy Snuka, il est pas mal d'ailleurs. Par contre, moi, j'ai entendu quand même une critique. Alors, moi, je m'en suis pas forcément rendu compte, sauf que je me suis quand même rendu compte qu'il y a une limite à ces documentaires, surtout dans les histoires de catcheurs de la WWE. C'est qu'ils interviewent que des gens qui ne sont plus à la WWE, parce qu'en fait, je pense que tous les gens qui sont à la WWE n'ont pas trop le droit. Avec Jericho, il y a Jim Ross, il y a tout ça, mais du coup, il n'y avait pas Michael Cole, Jerry Lawler plutôt, il n'y avait pas tous ces gens-là. Et oui, mais du coup, on sent quand même qu'il y a même si j'ai pas trouvé ça flagrant, moi, mais il y a quand même un côté un peu en balance sur la WWE, parce que du coup, les gens qui... c'est Vice, hein. Il y a aussi pas mal de dissing et des trucs aussi dans la forme de leur truc. Hein. C'est souvent, oui, puis au final, c'est quand même Jericho qui fait la voix off. C'est tous ces ensembles trucs qui m'embêtent un petit peu dans le choix aussi des personnes. Pas spécialement qu'ils soient pas de la WWE, mais ça fait vraiment cahier des charges et recettes, enfin, voilà. Je sais pas si t'as vu celui sur Benoît, du coup. C'est prévu, c'est celui. Parce que du coup, Jericho, Jericho fait vachement, il y a presque un côté Real TV, parce qu'il y a une espèce de réunion entre la belle-sœur la sœur de la femme de Chris Benoit et le fils de Chris Benoit qui s'était pas retrouvé, qui se retrouve sous les yeux de Chris Jericho, tout ça. Okay. Il y a un côté je verrai, ça m'ambiance pas cet arc-là, mais je verrai. Félix, tu parlais de c'est un peu Carney, on peut enchaîner avec le Welcome to Carneyland, dont tu peux nous dire un peu s'il te plaît.
Alors, l'histoire de Welcome to Carney Land, c'est la NWA, donc la NWA en français, Ouais. qui essaie de se relancer puisqu'elle peut pas faire de show, un peu comme tout le monde, et donc qui propose maintenant un programme qui s'appelle Carniland. C'est un programme très méta. Ils le disent dans une interview, les deux dirigeants de la NWA, donc Billy Corgan des Smashing Pumpkins et puis le scénariste David Lagana. Ils ont fait une interview très expansive sur la situation actuelle, sur l'avenir de la NWA, sur ce qu'ils vont proposer comme programme, etc. Vachement intéressante d'ailleurs, hein, au demeurant. Et donc Carniland, c'est un programme hyper méta, inspiré donc directement inspiré de ce que font les Young Bucks et Kenny Omega sur Being the Elite. Donc un truc très référentiel, très dans la bulle catch, mais un peu plus compréhensible, moins référencé, j'ai envie de dire. Voilà, il y a par exemple Nick Aldis, donc le champion NWA, qui fait une true story, qui raconte une anecdote qu'il a eue avec un promoteur véreux. Donc c'est assez drôle. Il y a plein d'autres petits sketchs. Voilà, c'est vraiment sans grande ambition, j'ai envie de dire, mais ça c'est pas mal. Moi, ça m'a diverti. Ça se retrouve sur les mêmes réseaux Tipiak, sur YouTube, tout simplement. Et puis ils vont faire d'autres programmes. Voilà, Eli Drake qui va faire un talk show lui-même. Il y a Nick Aldis, donc le champion, qui va faire des interviews un peu décalées. Oui, pas décalées, c'est pas ça que je voulais dire, mais très sans pression, très vas-y, détente. raconte-moi ta vie de catcheur, mais genre sans langue, etc. Donc pourquoi pas. Bah, écoute, alors... Et le ticket d'entrée au niveau des refs est quand même élevé, non? Si tu veux apprécier le truc. Non, franchement, non, ce que je disais, oui, alors que Being the Elite, si t'as pas trop regardé Being the Elite et que tu tombes sur certaines blagues, tu peux être perdu très vite. Ouais. Là, ça va. Si tu sais un peu comment le monde du catch fonctionne, ça va. Ok. Michael, tu allais dire? Ouais, donc du coup, je sais pas si on avait le temps de parler de ça. Oui, du coup. De la stride, ouais, bien sûr. Oui, allons-y. Il nous reste une petite huitaine de minutes pour être dans les temps. Donc, The Last Ride, du coup, c'est un documentaire qui est assez important, je pense, quand même, parce que, mine de rien, Undertaker est quand même peut-être le personnage le plus important de l'histoire du catch, et que c'est la première fois qu'on le voit comme ça, en fait. C'est la première fois qu'on voit que WWE montre un peu les coulisses, comme ça, de sa vie et tout ça. Et donc oui, c'est un documentaire qui le suit du coup. Alors je sais plus exactement quand ça commence. Ça commence après le match de Lesnar, peut-être, ou avant. Je pense que ça commence après. Ça commence en 2017, donc ça commence. Ah oui, donc ça, ouais, avant le match de Reigns en tout cas. Oui, voilà. Juste ça. En fait, c'est vraiment sur la préparation du match contre Reigns. Oui. Et donc en fait, ça suit un petit peu les aventures dignes d'un film d'Aronofsky, de Taker qui ne sait pas s'arrêter. Enfin, en fait, c'est horrible, c'est qu'en fait, lui, il n'a pas l'air de savoir s'arrêter. C'est un peu. C'est ça, ouais, oui, mais lui, pas tellement, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, en fait, lui, il se fait tout à fait une raison, et qu'en fait, par contre, il est fié à Vince McMahon, et c'est Vince McMahon qui lui demande de revenir tout le temps, en fait. Bien conditionné. Par contre, oui, le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois, il est dans une espèce d'engrenage. Alors, c'est moi, je vais pas tout raconter, mais l'aspect, moi, qui m'a vachement marqué, qui est même au-delà du catch, qui est assez tragique de cette façon, parce que je trouve que c'est un peu, la vie, c'est faite de rendez-vous manqués, et de rendez-vous réussis et tout ça. Et que ce que je trouve assez triste, c'est de se dire qu'en fait, pour la faire courte, Taker a un premier match contre Lesnar, donc où il a une commotion pour un match, c'est pas exactement quand, et il se souvient plus du tout du match encore aujourd'hui, et qu'après le match, il savait plus comment il s'appelait pendant 24 heures. Donc c'est pas terrible à son âge. Et après ça, il a vachement de problèmes de confiance en lui, mais il continue à faire des matchs. Il a un match contre Reigns, qui est une catastrophe, donc à WrestleMania 33, je crois. Oui. Qui est une catastrophe où il se dit, en plus c'est horrible parce qu'il passe son temps, c'est un mec qui passe son temps à se dire, je veux que les gens qui viennent me voir voient que je sois digne de ce qu'ils attendent de moi. Et ça serait absolument tragique. Ouais.
Ouais, non, juste sur ça, j'ai trouvé que pour le coup, autant il y a des trucs dans les autres, à d'autres moments des épisodes qui sont un peu cachés parce que c'est une production WWE, quoi, qui sont un peu mis de côté ou ce genre de trucs. Mais autant le côté, le match qui est complètement botché et notamment sur le Tombstone là qui est retourné, etc. Et l'effet que ça a sur un catcheur comme The Undertaker, je trouvais que c'était vachement bien fait, quoi. C'est le genre de truc qui est jamais abordé d'habitude, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pour lui, c'est hyper tragique parce que c'est exactement son cauchemar. C'est-à-dire que c'était censé être son dernier match. À ce moment-là, c'est censé être son dernier match, vraiment. C'est-à-dire que quand il a posé les gants à la fin du match, on savait pas trop. Mais pour lui, c'était la fin. Et du coup, pour lui, c'est catastrophique parce que c'est son dernier match et c'était honteux, quoi. Après, il le revoit. Je sais pas si on s'en est bien rendu compte sur le coup. Mais quand il le revoit à la télé, après, il a l'impression que, il a honte de son match, vraiment. Et Reigns ne devait pas être très content non plus. Et là, il s'excuse auprès de Reigns quand il le revoit. C'est assez mignon aussi. Et même si je pense, moi, que Reigns avait sa part de responsabilité dans cette histoire. Hein. Parce qu'un catcheur avec plus d'expérience aurait porté le match mieux et aurait évité... Après, je sais pas si... C'est toujours compliqué de savoir à quel point qui décide de quoi. Mais je pense que juste pour le petit commentaire perso, si ces matchs ont été catastrophiques, alors il se trouve que là, Taker n'était pas du tout en forme physiquement, donc il n'aurait pas dû faire ce match. Mais même s'il n'est pas en forme physiquement, il aurait dû... On peut construire un match, je veux dire, les Japonais sont peut-être plus doués pour construire des matchs en évitant les spots qui vont mal se passer, et on peut faire un match très bien construit avec de la psychologie, en évitant le tombstone retourné qui va pas bien se passer. C'était à lui de travailler autour de ses limites, et il pouvait avoir un match très bien où on n'aurait même pas remarqué qu'il y avait un problème. Donc pour moi, il y a un problème dans la production de ces matchs-là, quoi. Mais bon, juste pour terminer, moi ce que je trouve tragique, c'est que au final, Reigns, match catastrophique. L'année d'après, il fait de la réhabilitation et il fait de la muscu comme je sais pas quoi. Il est hyper en forme comme jamais il a été. Donc vraiment, il a perdu du poids, il est en pleine forme. Et ça, on le savait pas. L'année d'après, il a un match contre John Cena qui a un build un peu bizarre où on sait pas trop s'il va arriver. Taker, Cena l'appelle, mais en fait, Taker ne répond jamais. Il finit par arriver, il s'est préparé pendant 6 mois, il est en pleine forme, il veut faire un match de 40 minutes. Sauf que, je pense, parce que l'année d'avant, il a complètement foiré son match. Vince McMahon veut éviter un problème cette fois. Donc, il book un match qui est un match au ridicule de 5 minutes où il squash Cena, qui est un match qui est pas du tout le match qu'il veut. Et c'est fou. Non seulement, là, je viens d'y penser, mais c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu avec Edge, en fait. Lui, ça a été trop... Edge, c'était trop long. Mais en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, il est toujours un des boys, quoi. Quand tu le vois revenir à la fin, qu'il est souriant parce qu'il est content d'avoir catché, mais qu'il est un peu déçu et qu'il dit, bah, tu vois, je devais catcher 30 minutes, mais ils m'ont fait catcher 5 minutes, hein, voilà, c'est comme ça. Mais c'est fou de le voir, cette figure hyper imposante que tu te dis en backstage, mais personne l'approche tellement ils ont de respect ou de crainte envers ce mec-là. Et en fait, non, c'est juste un mec qui veut catcher, quoi. Ouais. Oui, mais moi, ce que je trouve super tragique, c'est que terminera avec ça, ce match qui est complètement, ce match qui dure 5 minutes où lui était peut-être prêt pour faire un match beaucoup plus légendaire. Après, est-ce que Cena était prêt? Je sais pas. Mais ce qui est tragique, c'est que entre ce match-là, il y a un match de Reigns qui est une catastrophe. Et après ce match-là, du coup, lui, il est en forme, donc il se dit, j'ai pas pu faire mon vrai match, je vais vous montrer ce que je peux faire, je vais montrer au public que je suis toujours là. Donc il va vouloir continuer à catcher. Sauf qu'après, il a les matchs en Arabie Saoudite qui sont absolument catastrophiques. Donc en fait, au final, tous les matchs qu'il a fait sont catastrophiques. Et la fois où il était vraiment en forme pour faire le dernier match de sa carrière vraiment bon, on l'a pas laissé le faire. Et c'est ça qui est assez horrible, en fait. C'est horrible. On peut finir sur une note positive, c'est que ce match-là a au moins permis de lancer en partie le catch à casse, qu'on avait commencé une première émission à l'époque sur c'est quoi une retraite, une carrière dans le catch, pardon. Eh bien, la boucle est un peu bouclée, même si le sort de l'Undertaker est pas très enviable, et en espérant surtout qu'il n'y arrive rien de grave. Il faut raccrocher, garçon. Écoute-nous. Écoute Michael, écoute Félix, écoute-moi. Ce que Stone Cold lui disait dans Broken Skull, dans l'interview, Stone Cold lui disait un peu gentiment, faut peut-être penser à raccrocher. Ouais.
Je pense que c'est vraiment le conseil. Chers amis, un grand merci. Comme d'habitude, on vous retrouve ce cher Orioto sur Orioto. Donc Orioto, mais c'est qui? C'est quoi? Mais je suis arrivé qu'à la deuxième émission. Je viens de découvrir le catch à casque. Qu'est-ce que c'est? C'est Michael. Parce que Michael, en plus d'avoir la critique acerbe, est également un illustrateur de talent. Vous pouvez aussi voir ses talents de créateur de monde vidéoludique dans Feu Follet sur le jeu Dreams de chez Sony sur PS4, et Félix, même s'il ne montre plus sa gueule parce qu'il nous fait la gueule justement, et sur Critique de merde et l'exception catchesque, deux blogs parlant respectivement, le premier de critique cinéma sur un ton léger mais qui n'enlève pas l'humour et la précision, et l'exception catchesque des ponts avec la musique, le cinéma, les arts, parce qu'on a parlé de certains types de catch japonais. On vous invite à aller lire tout ça. Et enfin, The Alt Wrestling, la page de Félix sur le catch indépendant et en tout genre. Je crois que j'ai fait le tour. Pour ma part, moi c'est Mehdi, hein, c'est comme les copains, c'est l'univers Death Podcast. De toute façon, moi, comme disait cette chère page, This is my house, je bouge pas. Et on se retrouve, si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, pour toujours plus de catch. Voilà. C'était pas mal. Ciao. Ciao. Fais au revoir, Félix, à la caméra. Oui.